Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons revenir sur la situation dans la région de Kharkiv. Nous sommes le 10 juin et la Russie a engagé une grande offensive il y a exactement un mois, le 10 mai, avec pour objectif de percer les défenses ukrainiennes. Les forces russes ont réussi à occuper rapidement une centaine de kilomètres carrés, incluant plus d'une douzaine de localités, mais le front reste stable depuis début juin, malgré les tentatives de la Russie qui multiplie les assauts, notamment avec son infanterie. On va donc revenir ensemble sur ces événements, sur l'évolution du rapport de force dans les deux camps, sur l'évolution stratégique qui a permis cette attaque, entre l'engagement des réserves ukrainiennes et l'autorisation qui a été faite à l'Ukraine de frapper sur le territoire russe. Et on essaiera également de définir les perspectives dans la zone. Alors d'abord, il faut avoir à l'esprit que la Russie bombarde la zone maintenant depuis longtemps avec des dizaines de bombes et de missiles qui sont lancés sur la ville très régulièrement, notamment autour de Kharkiv et de sa région, avec par exemple des hôtels, des hôpitaux, des écoles, des zones résidentielles qui sont visées. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, les bunkers et les tranchées ukrainiennes semblent relativement intactes. Et on les voit ici par exemple dans une visite qui a été faite par le président Zelensky quand il a été visiter justement les fortifications dans la zone. Donc l'objectif russe, il est très clairement de rendre la région invivable. Et parmi les zones visées, on avait par exemple la ville de Vovchansk qui était massivement bombardée, si bien que le gouvernement ukrainien avait organisé l'évacuation des civils dès le début du mois de mars et le mois d'avril. Mais après, il faut comprendre également que le mois de mai, c'est tout particulier pour la Russie, parce que c'est une période dans laquelle les Ukrainiens sont en infériorité dramatique dans le domaine de l'artillerie. Ils n'ont pas encore reçu les obus qui ont été promis par la République tchèque, ont été sourcés par la République tchèque, et du coup, on a un rapport de force de tir, un rapport de feu, qui est quasiment 6 fois plus élevé pour les Russes que pour les Ukrainiens dans le domaine de l'artillerie. Sauf qu'ils savent que les obus tchèques doivent arriver à la fin du mois, et s'ils veulent progresser, s'ils veulent espérer avoir des gains, il faut qu'ils le fassent très rapidement, et c'est pour ça également qu'il y a ce timing qui va avoir lieu à ce moment-là. Et la Russie lance donc une grande offensive le 10 mai, avec la mobilisation d'au moins 4 à 5 bataillons qui partent à l'offensive sur une zone très réduite du front, sur 2 axes principaux au nord de Kharkiv, et les analystes estiment alors qu'il y a 4 objectifs possibles pour cette attaque. Le premier, évidemment, qui est officiellement annoncé par la Russie, c'est de créer une sorte de zone tampon sur la frontière avec l'oblast de Belgorod, d'où l'Ukraine a organisé plusieurs attaques, ce qui semble évidemment une tâche impossible, puisqu'il faudrait alors prolonger la ligne de front de plusieurs centaines de kilomètres, puis occuper une bande de terre sur toute la longueur de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Donc matériellement, c'est quelque chose qui est inabordable, inaccessible, infaisable, ils n'ont pas les moyens de le faire, et donc l'annonce officielle russe ne correspond pas à une réalité opérationnelle. Donc le deuxième objectif serait de fixer les forces ukrainiennes dans la zone afin de dégarnir le reste de la ligne de front, ce qui pourrait créer des opportunités d'attaque pour la Russie, notamment dans l'oblast de Donetsk. La troisième possibilité serait de prendre les Ukrainiens à revers pour tenter de reprendre Kupiansk, qui est un nœud logistique absolument stratégique pour l'Ukraine, et que la Russie a perdu lors des grandes contre-offensives ukrainiennes de la fin de l'année 2022, mais si les Russes les reprenaient, évidemment, ça permettrait d'affaiblir très fortement la totalité du front, notamment face à l'oblast de Luhansk. Et la quatrième option, ce serait simplement de préparer une future opération sur la ville de Kharkiv, que la Russie n'avait pas réussi à encercler ni à prendre, évidemment, au début de la guerre, malgré tous leurs efforts et malgré tous les pertes qu'ils avaient réalisées dans la zone. Donc le déroulement de cette offensive, il est assez simple. Il y a d'abord une préparation d'artillerie qui est intense, ce qui est traditionnel chez les Russes, puis l'infanterie va progresser par petits groupes d'une trentaine d'hommes, comme on le voit sur ces images. Donc bizarrement, la traversée de la frontière se fait parfois sans aucune opposition de la part des Ukrainiens, qui ne sont pas directement sur leurs frontières, mais par contre les choses se compliquent évidemment ensuite quand les Russes arrivent sur les tranchées ukrainiennes. Et donc cette première ligne de défense, qui est assez proche de la frontière, les Ukrainiens, ils ont que des petites tranchées, évidemment des champs de mines, ce qui provoque beaucoup de dégâts chez les Russes, mais pas assez pour les arrêter. Et les Russes progressent donc dans 2 directions, vers les villes de Liptsi, mais aussi et surtout vers Volchansk, qui semble être l'effort principal. Les Russes progressent rapidement dans un premier temps, ils prennent position dans la zone grise du front, où les Ukrainiens n'avaient pas réellement construit de défense en dur, ce qui permet à la Russie de revendiquer la prise de villages, par exemple Striletscha, Pilna, Borisivka, et les Russes partagent du coup des images de leur arrivée dans ces villages, tandis que les Ukrainiens montrent les frappes qu'ils réalisent avec des drones FPV sur des véhicules de combat d'infanterie russes qu'ils arrivent à détruire, mais également avec des bombardements qui se font par des petits drones. Donc on revient finalement aux méthodes habituelles qu'on a sur les autres fronts, notamment quand il n'y a pas réellement de blindés et que les Russes progressent à pied. Il faut aussi souligner l'énorme avantage stratégique de la part de la Russie dans la zone, c'est qu'ils peuvent utiliser le territoire russe comme refuge
et y rester pour bombarder l'Ukraine sans aucun risque de recevoir des coups, puisque l'Ukraine a l'interdiction d'utiliser le matériel qui lui a été fourni par ses alliés contre le territoire russe, et évidemment qu'ils sont en train de respecter cette règle. C'est-à-dire que les Russes ne craignent absolument aucun coup quand ils restent sur leur territoire. Évidemment, ils tirent avec des missiles à longue portée, des missiles balistiques, du MLRS, des pièces d'artillerie. Tout ça va tirer en toute impunité depuis le territoire russe, sans compter qu'évidemment, ils disposent également de l'aviation qui va lancer des dizaines de bombes planantes chaque jour, ce qui est possible notamment grâce à la pénurie de missiles de défense aérienne qu'on voit du côté ukrainien, et puis en l'absence des chasseurs qui sont promis depuis si longtemps, et qui tardent toujours à arriver, qui devaient arriver à l'origine au mois de juin. Donc globalement, la Russie elle va progresser assez facilement pendant une grosse semaine, en prenant jusqu'à 25 km² par jour, ce qui est très important, et l'Ukraine, elle va comme ça reculer successivement avec un objectif très clair, gagner du temps. Et leur objectif, comme je l'avais dit dans une vidéo mi-mai, c'était de faire en sorte que les renforts ukrainiens arrivent avant que les Russes n'arrivent sur la troisième ligne de défense, qui était la vraie ligne de défense, celle dans laquelle il y a vraiment des bunkers, et ils vont réussir à les retarder jusqu'à ce que les renforts arrivent. Donc pour ce qui est des pertes matérielles prouvées, on est sur des chiffres qui sont assez réduits, puisque il n'y a même pas 50 pertes matérielles prouvées dans chacun des deux camps à la fin du mois de mai, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur le même rapport de force ou d'engagement ou de tactique qu'utilisent les Russes dans les autres zones dans lesquelles ils peuvent perdre jusqu'à une quinzaine de véhicules dans un assaut sans réussir à gagner 1 mètre carré. Par contre, l'absence de ces blindés pour participer au combat, elle se traduit côté russe par, comme je le disais, des tirs d'artillerie en très grand nombre, ces bombes planantes en très grand nombre. Et ici, par exemple, on voit l'illustration des bombardements russes sur la ville de Belogorovka, qui se trouve plus vers Lysychansk, et ça donne une bonne image de ce que ça veut dire, un bombardement massif sur une ville. Évidemment, c'est un crime de guerre puisqu'on est sur une ville, mais derrière, ces bombardements massifs, ils sont suivis par une surabondance de troupes qui se lancent dans des assauts, dans la configuration de la chair à canon qui devient désormais la norme pour l'armée russe sur la totalité du front. Et on a énormément d'images avec des dizaines de cadavres qui sont comme ça abandonnés dans les champs, et également des Russes qui se plaignent de l'absence d'évacuation des blessés, la logistique ne suit pas. Alors, faute de pouvoir disposer de véhicules adaptés au combat, les Russes conduisent parfois même des assauts avec des camions civils. Ici, vous voyez les restes de 8 petits vannes qui ont été envoyés au front. Parfois, ils sont également sur des petites motos, où ils foncent sur des tranchées ukrainiennes, également avec des motos électriques. Et il y a aussi ce que l'on va qualifier de voiturettes de golf, mais qui sont en fait des petits 4x4 chinois, complètement ouverts, absolument pas adaptés à se retrouver en première ligne. Mais malheureusement pour les Russes, c'est tout ce qu'ils ont pour pouvoir conduire ces offensives importantes. Donc, vous en doutez, le chiffre des pertes humaines côté russe, il est fourni par les Ukrainiens évidemment, et donc il est surévalué, mais néanmoins ça donne des tendances, et les tendances sont révélées quand même juste jusqu'à maintenant. Et les pertes russes hebdomadaires seraient aujourd'hui les plus importantes depuis plus d'un an. Elles sont même pires que pendant le pic de la bataille de Bakhmout, qui avait pourtant fait à l'époque 40 000 morts côté russe, de sources russes encore une fois. Côté ukrainien, le bilan est également très important, et on estime qu'il y a au moins 6 000 pertes de leur côté, dont 1 500 morts, principalement à cause de l'artillerie, puisque dans les face-à-face au sol, quand les Ukrainiens se défendent, qui sont dans une tranchée ou qui protègent des bâtiments, évidemment c'est plutôt ceux qui sont à l'assaut qui perdent un maximum de troupes. Le 16 mai, les Russes vont réussir à prendre position dans l'hôpital de Vovchansk, qui se trouve au centre-ville. Après des combats, ils vont perdre notamment un T-62 et un BMP-2. Puis le bâtiment va leur servir de centre logistique et de quartier général, jusqu'à sa destruction par des bombes planantes ukrainiennes, les fameuses bombes JDAM. Et les Russes, de leur côté, ils rasent complètement la ville, avec des centaines et des centaines d'obus d'artillerie qui sont tirés, on a l'impression réellement au hasard, mais aussi avec des bombes planantes, comme ici avec une CAB 1500 d'1,5 tonne, qui provoque évidemment des destructions gigantesques. Globalement, en dehors de la ville, on continue à avoir des assauts d'infanterie en continu sur toute la zone, mais il n'y a quasiment plus aucune progression à partir du moment où les Russes sont arrivés à la troisième ligne de défense, comme je le disais, celle qui était construite en dur et derrière laquelle les Ukrainiens les attendent. Donc au 28 mai, les Russes ont occupé 173 km² au nord-ouest de Kharkiv, et il n'y a plus aucune progression depuis, sauf du combat urbain, avec des avancées qui se font rue par rue de la part des Russes dans Vovchansk. On voit des offensives et des contre-offensives, comme ici ce Striker de la 82e brigade ukrainienne, qui va détruire 2 MTLB russes, et vous voyez ici l'état de la ville le 25 mai. Donc on peut souligner également l'engagement de l'aviation ukrainienne, via le tir des fameuses bombes planantes JDAM et Hammer françaises, mais ainsi que la présence d'hélicoptères,
qui réalisent des missions de soutien, alors que du côté russe, bizarrement, on n'a pas vraiment d'images d'hélicoptères, comme s'ils n'étaient pas réellement engagés dans la zone, et c'est vraiment ça qui est marquant quand on regarde les images. Il y a très peu d'engagement d'équipements lourds du côté russe, c'est vraiment un assaut d'infanterie très peu soutenu, en tout cas, à part par l'artillerie, évidemment. Alors, malheureusement pour les Russes, c'est aussi à partir de ce moment qu'on commence à voir une remontée du nombre d'obus qui sont tirés par l'Ukraine sur la totalité du front, 20% en globalité, mais dans la zone c'est plutôt x2, x3, et donc c'est l'arrivée des fameux 600 000 obus sourcés par la République tchèque et qui étaient tellement attendus. Et la Russie, elle continue néanmoins ses bombardements sur la zone de combat en restant protégée sur le territoire russe, où les Ukrainiens n'ont toujours pas le droit de répondre, mais ils vont aussi faire des erreurs stratégiques en bombardant la ville de Kharkiv. Et là, je vous invite à aller voir notamment les vidéos de Cyril Amourski, qui se trouvait sur place, ses reportages sur sa chaîne YouTube et sur son compte Twitter, parce que les Russes ils vont réellement se rendre coupables de crimes de guerre qui sont très bien documentés. Il y a par exemple le bombardement sur ce supermarché le 25 mai qui va révolter la communauté internationale, ce qui va amener progressivement les soutiens de l'Ukraine à l'autoriser à frapper sur le territoire russe avec les armes qui lui ont été fournies. D'abord la Suède, puis la Grande-Bretagne, puis la France, et enfin les États-Unis, ce qui provoque une multiplication des frappes sur le territoire russe, jusqu'à ce que les USA acceptent l'emploi des HIMARS à 80 km de portée. Et là, ça devient du massif, puisque dès la première nuit, il y a 8 frappes d'HIMARS dans la nuit du 2 au 3 juin, avec des beaux résultats, comme par exemple des lanceurs de S-400 qui sont détruits. Donc il y a aussi des frappes sur les convois, comme par exemple cette colonne d'une dizaine de camions qui va être détruite par des drones FPV, éclairés par des drones que les Ukrainiens peuvent enfin utiliser dans la profondeur russe. Et tout ça réduit encore la capacité russe à progresser dans la zone, même s'il continue évidemment à tenter de conduire des offensives de moins en moins soutenues. Et quelques jours plus tard, on voit clairement l'évolution de la situation, d'abord avec une multiplication des attaques ukrainiennes par drone, ce qui signifie probablement la destruction des systèmes de guerre électronique russes. Ici, ce sont des images qui sont réalisées au nord de la ville de Vovchansk, où des troupes russes toujours à pied vont être observées puis touchées par des drones kamikazes FPV. Mais globalement, un des objectifs principaux de la Russie, comme la ville de Lipsi, d'où ils auraient pu bombarder la ville de Kharkiv, ne reçoivent même plus de nouveaux blindés pour remplacer ceux qui ont été détruits, et il ne reste plus dans la ville que des troupes d'infanterie, ce qui permet à l'Ukraine de lancer des contre-offensives, comme on le voit sur ces images, avec des véhicules de combat ukrainiens qui n'ont en face d'eux que des hommes à pied, qui n'ont presque plus de soutien, puisque leur logistique s'est effondrée. Dans cet autre exemple, dans le village de Khliboké, on voit un retour des blindés ukrainiens le 7 juin, puis les Russes n'ont d'autre choix que de se retrancher dans 2 maisons qui vont être visées par les bombes planantes, et cette série de contre-offensives ukrainiennes, elle va se poursuivre, notamment jusqu'au 15 juin, dans lequel il y a directement un chaudron avec des Russes qui sont encerclés dans Vovchansk, mais globalement les lignes bougent très peu désormais. Et d'ailleurs, si vous regardez cette carte des événements géolocalisés depuis le 1er juin dans la zone, vous ne voyez presque plus que du bleu. C'est-à-dire que les images fournies par les Ukrainiens ou à leur avantage sont ultra majoritaires, alors que si on compare avec la période qui va du 10 mai au 1er juin, ce sont plutôt des événements qui étaient à l'avantage de la Russie, parce qu'elle progressait. Donc un mois plus tard, si on prend un petit peu de recul, on peut simplement considérer que c'est globalement un échec pour la Russie. Ils n'ont presque pas progressé, malgré des pertes importantes, et la ville de Kharkiv n'est, heureusement pour les Ukrainiens, toujours pas à portée de l'artillerie russe, y compris l'artillerie, le MLRS. Les Ukrainiens, de leur côté, ils ont désormais le droit de se défendre en frappant sur le territoire russe, ce qui va rendre évidemment plus difficile les futures offensives russes dans la zone. Donc ça, c'est une évolution stratégique majeure en faveur de l'Ukraine. Les Ukrainiens également, ils ont reçu les obus tchèques, ce qui évidemment réduit l'avantage de l'artillerie russe. Et je vous rappelle d'ailleurs au passage que ces obus, ils sont fournis soi-disant par les alliés de la Russie dans les BRICS, c'est-à-dire qu'il y a l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Brésil, le Pakistan, qui acceptent de vendre des obus à l'Ukraine, et ça évidemment, c'est une évolution très intéressante dans le sens où l'équilibre des forces au niveau international, même les pays des BRICS aujourd'hui, ils sont en train plutôt de choisir le camp de l'Ukraine, ou en tout cas ils acceptent de lui vendre des équipements. Alors, par contre, en défaveur des Ukrainiens, évidemment, ils ont dû engager leurs réserves dans la zone. Ils y ont perdu plusieurs milliers d'hommes. Alors, c'est beaucoup moins que les Russes, évidemment, mais la ressource humaine ukrainienne, elle est beaucoup plus réduite et elle est beaucoup plus précieuse. Les Russes mobilisent 1 millier d'hommes par jour. On a des images, par exemple, avec les bourriades dans lesquelles on a des mobilisations forcées. On a quelques images également de ce type du côté ukrainien, mais beaucoup plus réduites. Et cela signifie que désormais, en cas de forte offensive dans une autre zone, ils auront, les Ukrainiens, beaucoup moins de réserves à engager. Donc à mon avis, cette zone du front, elle va être abandonnée par la Russie, faute de résultats, et les combats vont surtout continuer dans le Donbass, où la Russie tente toujours de se rapprocher de Kupiansk et de prendre la ville de Chassiv Yar, qui, je vous le rappelle,
est une petite ville qui se trouve seulement à 6 km à l'ouest de Bakhmout. C'est-à-dire que les Russes, en un an, ils ont progressé de 6 km. Vous avouerez qu'on est quand même très loin de la guerre éclair et la guerre qui pensait réussir, et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il faudrait quand même quelques années au rythme actuel pour que les Russes arrivent simplement à prendre le Donbass, ce qui n'est pas soutenable. Je vous le rappelle, il reste 1 an et demi d'argent dans les caisses de l'État russe pour continuer à financer cet effort de guerre. Il reste moins de 2 ans de matériel à la vitesse où ils vident leur stock de ce qu'on peut voir avec les photos satellites. Donc la guerre, dans 2 ans, dans tous les cas, les Russes ne peuvent pas la continuer au rythme actuel. La question c'est, est-ce que les Ukrainiens seront soutenus jusque-là? Et est-ce que derrière, on leur donnera les moyens de partir sur des contre-offensives? Aujourd'hui, rien n'est garanti. On va faire quelques vidéos prochainement, notamment sur toute l'aide que vous avez pu apporter, les financements, le matériel que vous avez pu acheter. Notamment, on a acheté un Stabnet, c'est-à-dire un système, une sorte de container médical qu'on amène en première ligne. Point de stabilisation qui a été nommé au nom d'Adrien, un jeune soldat français décédé aux alentours de Kharkiv en 2022, alors qu'il avait 20 ans et qu'il était venu se battre en Ukraine pour la liberté et pour ses convictions. Je remercie tout particulièrement aussi la communauté de Xavier Titelman et tous les gens qui nous suivent et qui nous contribuent, qui nous aident à financer ce projet. 40 000 € financés grâce à vous, grâce à l'association Agir Ensemble pour l'Ukraine. Je vous remets les liens en commentaire de cette vidéo. On a également des équipements qui ont été directement aux combattants. C'est 2 collectes différentes. La collecte de la Team Berlioz et la collecte qui va avec l'association Agir Ensemble pour l'Ukraine. Les deux sont complémentaires. Une, c'est pour les combattants. Une, c'est pour le soutien des civils. Et de mon côté, j'ai de grosses craintes sur l'électricité pour cet hiver, puisqu'on a quasiment 80% du réseau électrique ukrainien qui est impacté. Et on estime que cet hiver, il n'y aura que quelques heures de chauffage et d'électricité par jour, y compris dans les villes comme Kiev. Donc il faut dès aujourd'hui se mobiliser pour les soutenir. Et encore une fois, ils vous remercient et j'irai sur place dans le courant de l'été également pour acheminer des équipements. Je vous remercie toujours d'être aussi nombreux. Merci pour vos encouragements et je vous dis à très bientôt.